1 seconde, j'arrive. C'est parce qu'en même temps, je mets la transmission sur Facebook et je suis en train de voir que ça va. Parfait. Bon, bonjour tout le monde. Alors, j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'ouvrir cette séance de commentaires à propos du film Demain avec l'intervention de Maxime Kiefer, qui est professeur-chercheur à la ENES Morelia et qui vient pour discuter avec nous. Et bon, ce qu'on va faire pour comprendre un peu la dynamique de la séance, moi, je vais vous présenter Maxime. Après, je ferai une petite introduction à propos des thématiques abordées dans le film. Et après, c'est à Maxime de nous parler un peu de ces projets qui sont déjà mis en place ou installés ici au Mexique dans notre contexte local. Et bon, après, c'est à vous, évidemment, aussi, de poser des questions ou bien de faire des commentaires. Alors, bon, Maxime, il est professeur, chercheur de la ENES Morelia dans le domaine des sciences sociales. Il a un doctorat en géographie. Et il est docteur également dans le domaine d'acteurs, ressources et territoires dans le développement. C'est ça, Maxime? Je veux bien? Oui. D'accord. Et bon, ses principaux domaines de recherche, ce sont le tourisme rural communautaire, l'action participative, la valorisation touristique des activités productives traditionnelles et la valorisation des savoir-faire productifs et stratégies de développement territorial. Alors, tous ces domaines sont très bien liés avec les sujets ou les thématiques qu'on voit dans les films. C'est pour ça que je pensais que comme intervenant serait très convenable, je dirais. Alors, je vais vous montrer quelques images pour commencer à contextualiser un petit peu les documentaires et après on passera directement à la discussion. Alors, le film documentaire s'appelle Demain et le titre est déjà une proposition pour penser à l'avenir, pour penser au futur. Et justement, moi, je pense que quand on entend demain, des fois, on pense pas forcément à de très bonnes nouvelles, mais au contraire, ce film essaie de nous penser à une autre image du monde de demain. Je trouve que c'est un film assez optimiste, assez agréable, parce que d'une certaine manière, il nous donne l'envie d'habiter dans ce monde-là qui ont essayé certaines personnes de mettre en place. Alors, un autre aspect intéressant du film, ce qui... Bon, avant, pardon, j'ai oublié de mentionner les... C'est un film qui a été réalisé principalement par Mélanie Laurent et Cyril Dion, et tous les deux français. Mais le film, comme vous avez déjà vu, a un caractère assez global. Pourquoi? Parce que eux, ils ont décidé d'aller filmer ou d'aller tourner dans différents pays. Dans ce cas, bon, on le voit ici.
Ce sont 10 pays qu'on voit, c'est la France et l'île de la Réunion, le Danemark, la Finlande, la Belgique, l'Inde, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Suisse, la Suède et l'Islande. Donc, évidemment, ce n'est pas seulement dans ces pays où il y a déjà des solutions ou des initiatives qui essayent de contribuer ou de changer la manière comment on agit ou comment on fait et qui évidemment ça ne fonctionne pas. Oui, on dirait. Et bon, le film est organisé autour de 5 chapitres qui sont liés en même temps. Pourquoi? Parce qu'une activité ne peut pas être isolée d'autres champs ou d'autres domaines. Et bon, ce qu'on voit, ce sont des solutions déjà mises en place, des solutions qui existent. Alors, quels sont ces champs? C'est l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie, la politique et l'éducation. Et on voit des initiatives dans les 5 domaines. Je vais mentionner quelques-unes qu'on a déjà vues. Alors, dans le domaine de l'agriculture, bon, on voit la permaculture, le maraîchage bio, la transformation des espaces en ville, en potager. Par rapport à l'économie, on voit les AMAP, que ce sont les maintiens, je l'avais annoté par ici. Bon, c'est soutenir ou maintenir l'agriculture paysanne. Oui, ce sont les coopératives ou les collectivités pour aider, pour soutenir cette agriculture. On voit aussi les commerces locaux et indépendants et même la proposition d'une monnaie locale complémentaire. Du côté de l'énergie, on voit l'emploi, l'utilisation des énergies de flux illimités comme le soleil, le vent. Les projets zéro qui nous montrent la ville de San Francisco avec les zéro déchets, le tri, le compost et aussi les transports doux, une intensification du vélo et un mouvement qui est dans plusieurs villes qui s'appelle le mouvement Ville en transition. Et bon, finalement, dans la démocratie et l'éducation, on voit des expériences du dialogue social avec le respect des salariés, le respect pour la production aussi locale. Et bon, tout ça, l'intention, c'est faire vivre les collectivités, les communautés, les associations. Et dans l'éducation, il nous montre une alternative aussi en Finlande, et avec le fait d'équilibrer un peu le travail intellectuel et le travail manuel. Alors, moi, j'aimerais que Maxime nous parle surtout de projets, avant de poser ces questions, des projets similaires ou des initiatives de solutions qui ont commencé à se passer ici, soit dans notre État, soit dans le Mexique. Donc, merci Maxime pour accepter l'invitation. Maxime, maintenant, il est en France. Et bon, là-bas, il est presque 21 heures, donc c'est plutôt le soir. Et donc, je te remercie Maxime et bon, je te laisse la parole pour commencer avec cette discussion. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Merci à Chriselle pour l'invitation et l'occasion de revoir le documentaire. Je l'avais vu il y a, je crois, 2 ans déjà ou quelque chose comme ça quand il était sorti. Du coup, je l'ai re-regardé pour me rafraîchir un peu la mémoire. Et
Alors moi, j'ai beaucoup aimé le documentaire. Je le trouve intéressant parce que d'un côté, il nous propose un panel problématique dans divers domaines de manière assez synthétique et assez bien finalement synthétisée. Mais en même temps, il nous propose aussi des alternatives et des solutions à toutes ces problématiques. Donc effectivement, quand je le voyais hier, bah, je pensais, ah oui, ça je connais, ça existe, ça serait possible, ça serait bien de le faire. Donc peut-être pour en parler, le plus simple, ça serait de reprendre les 5 grands chapitres qui sont présentés dans le livre, dans les 5 domaines, et peut-être de parler des initiatives qui existent voilà, dans chacun de ces domaines. Alors le premier, bon, c'est l'agriculture. L'agriculture, bon, j'imagine qu'il y a vous êtes tous de licences différentes, avec des différents domaines. Donc je suppose qu'il y en a qui sont en sciences environnementales. Donc bah, les projets d'agriculture, je pense que beaucoup les connaissent. La différence un petit peu, ou ce qu'on a vu en tout cas dans le documentaire, c'est des projets de permaculture à une échelle quand même assez grande et beaucoup orientés vers la commercialisation. Des initiatives comme ça, il y en a, mais moi j'en connais pas beaucoup au Mexique, en tout cas dans la zone du Michoacán et de Morelia. Moi je connais surtout des petites fermes de permaculture qui sont plutôt orientées vers la production familiale. Donc moi, je connais bien le Tierra Amor qui est basé à Erongarícuaro. À côté, il y en a d'autres, ce n'est pas les seuls. Il y a plusieurs projets d'agriculture et de permaculture dans ce coin-là, qui sont plutôt vraiment centrés à l'échelle familiale et pas forcément vers une commercialisation à grande échelle, comme on peut le voir dans le documentaire, où ils ont une idée très précise des coûts, des revenus par hectare de leur exploitation et tout ça. Donc, moi, je crois qu'en termes d'agriculture et surtout de permaculture, il y a encore beaucoup de projets qui peuvent se créer et se développer. Il y en a de plus en plus. À Morelia, il y a beaucoup de projets aussi d'agriculture urbaine. Il y a notamment beaucoup d'anciens étudiants, et je pense qu'il y en a toujours des étudiants actuels de Ciencias Ambientales qui ont des projets d'agriculture urbaine. Donc moi, je crois que tout ça, c'est des initiatives qui vont dans le sens des solutions qui sont apportées, en tout cas pour le domaine agricole, pour montrer qu'une agriculture raisonnée est possible et évidemment pouvoir produire des aliments dans les zones de population, c'est-à-dire dans les villes où bah, il y a besoin de se nourrir plus qu'en campagne, parce que finalement en campagne, le problème il est un peu moins présent. Mais en tout cas, je crois il y a je pense que tous les petits projets qui existent sont en tout cas des projets qui viennent apporter des solutions, même si c'est à des petites échelles. Euh, Nous, je vais en parler dans le chapitre d'économie, mais on a aussi beaucoup de réseaux de coopératives et tout ça. Donc, il y a des projets agricoles, certains qui sont certifiés, par exemple dans la zone de Tierra Caliente. Il y a euh, des coopératives biologiques qui sont certifiées d'hibiscus, pour ceux qui n'ont pas la traduction, hibiscus jamaica, Oh my et God, oui. de sésame. Euh, euh, Sésamo? non, c'était No. La jonjolí. ajonjolí, pardon. Gracias. Euh, Et donc ça, c'est des coopératives dans des villages, à La Huacana et à Churumuco, et qui, elles, par contre, sont vraiment orientées vers la commercialisation. Donc, c'est des petits paysans qui rassemblent leur production, qui est rachetée par la coopérative, et la coopérative vend après la production soit à des particuliers, mais de plus en plus maintenant à des grandes chaînes de distribution au niveau national. Je pense qu'ils exportent maintenant une petite partie aussi
de leur production. Et donc là, il y a tout un accompagnement de certification et voilà, d'accompagnement pour pouvoir faire une transition, disons, entre une agriculture biologique. Donc voilà, il y a des projets de culture de riz bio aussi dans le Michoacán, il y en a aussi dans le Veracruz. Il y a dans la production de café, la production de vanille. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de filiales agricoles qui sont bien identifiées. Ce que je connais moins, c'est des fermes, comme on voit un peu dans le documentaire, où il y a une diversification de la production qui est importante. Ça, je ne connais pas beaucoup. Celles que je connais, c'est celles que je disais au début, mais qui ne sont pas forcément orientées vers la commercialisation, mais plutôt vers l'autoconsommation. Donc ça, c'est pour la partie agriculture. Pour la partie économie, alors la partie économie, c'est aussi finalement relativement récent, mais depuis, je dirais, ça a commencé il y a à peu près une dizaine d'années, la création de marchés alternatifs. Moi, par exemple, j'ai créé avec d'autres amis un des premiers espaces de commercialisation alternatif de la région qui était à Pátzcuaro, qui s'appelle la Feria Alternativa, euh, qu'on a créé il y a maintenant une dizaine d'années. C'était voilà, en 2010, on a fêté les 10 ans, qui était un des premiers espaces de commercialisation. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres qui se sont ouverts, notamment à Morelia. Voilà, je pense que beaucoup connaissent El Arbol. Et puis tous les marchés qui se sont ouverts, Da Vinci, moi je ne les connais pas trop à Morelia parce que du coup je vais plus dans le coin de Pátzcuaro et de Eroncalicuaro. Mais bon, il y a beaucoup d'espaces de commercialisation qui permettent du coup de réunir d'un côté des producteurs pour vendre directement leur production. Alors je dis producteurs, mais ça peut être aussi des artisans, ça peut être des personnes qui transforment aussi des produits pour faire des confitures ou pour, enfin, qui transforment et après qui revendent. Donc ça met en lien les producteurs avec des consommateurs qui peuvent du coup avoir accès à des produits de meilleure qualité sans passer par des réseaux de distribution importants et en sachant que quand on va acheter un produit dans ces endroits-là, ben, tout l'argent va revenir directement au producteur. Voilà. Des AMAP, donc ils en parlent aussi dans le documentaire en France. Alors les AMAP, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un peu le système des canastas. Donc le principe des AMAP, c'est que les consommateurs s'engagent à payer chaque mois une certaine somme d'argent et un agriculteur. Et en contrepartie, l'agriculteur, chaque semaine ou chaque 15 jours, ça dépend des AMAP, va donner un panier de légumes et de fruits selon la production de la semaine. Donc en fait, le panier peut varier chaque semaine, mais l'avantage du système, c'est que le producteur va savoir à l'avance l'argent qu'il va avoir et combien de personnes il doit nourrir chaque semaine. Donc, c'est souvent des engagements pour toute l'année où voilà, chaque mois, on paye un prix et on reçoit des produits différents chaque semaine. Donc ça, c'est le principe des AMAP qui permet une bonne organisation finalement des fermes parce que du coup, le producteur sait à l'avance ce qu'il doit produire et ce qu'il va distribuer. Donc ça résout tout le problème de la commercialisation. Souvent, une chose, c'est de produire et une autre chose, c'est de commercialiser. Donc là, avec le principe des AMAP, le producteur va pouvoir commercialiser un peu toute sa production. Donc, il a résolu le problème de la commercialisation. Il ne doit pas aller faire des marchés, aller vendre, ce qui est souvent quelque chose qui est difficile pour les producteurs. Déjà, le fait de produire, c'est un métier difficile, mais en plus, il faut aller vendre sur les marchés. Donc là, le principe des AMAP qui n'existe pas vraiment encore beaucoup au Mexique, ça existe, je crois, un petit peu en ville à Mexico. Euh, En tout cas, à Morelia, je ne connais pas. Euh,
Et l'autre projet qui est présenté dans le documentaire au niveau économique, c'est la monnaie locale complémentaire. Donc là, il y a évidemment des initiatives aussi un peu partout. Il y en a au Mexique, le Tumin à Veracruz, qui porte la interculturelle de Veracruz, la UVI, qui est un peu, je crois, une des seules, ou en tout cas le projet le plus connu de monnaie alternative au Mexique. Je sais qu'il y a quelques initiatives qui ont commencé à vouloir émerger à certains endroits. Christelle, elle avait mis une photo, je crois, de la tuna. C'est ça, c'est la tuna dans le... Oui, j'ai mis. Et tu veux que C'était je quoi? montre? C'était la tuna, ouais, c'est ça. À Morelia, ils avaient commencé aussi à vouloir lancer une monnaie qui s'appelait le maïs. Je crois que c'était la monnaie d'échange. Mais c'est pas encore des initiatives qui se sont consolidées ou en tout cas qui ont été beaucoup développées. Donc là, je pense qu'il y a des projets très intéressants à développer. Moi, notamment, j'aimerais beaucoup développer une monnaie alternative à l'ANS et structurer beaucoup justement le système de coopératives ou en tout cas de lieux de commercialisation de produits au sein de l'ANS. C'est un peu compliqué. On a déjà commencé à en parler un petit peu à la direction parce qu'il y a je pense que tout le monde le sait, mais le problème de la vente à l'ANS, c'est un thème un peu compliqué. Donc, on essaye justement d'essayer de trouver un moyen de permettre aux étudiants de vendre leur production et de permettre aux producteurs de la région de pouvoir commercialiser sur le campus leurs projets, leur production et, euh, et du coup essayer de mettre en place aussi une monnaie locale. Voilà. Un autre projet qui n'a pas été abordé dans le documentaire, que moi je trouve très intéressant, et là par contre au Mexique qui est très développé, c'est le marché des trueques, donc le marché de troc. Euh, pour ceux qui connaissent, à l'ANS, on invite depuis déjà plusieurs années le marché de troc de Pátzcuaro, qui est un marché itinérant, un marché de troc itinérant qui change de village tous les 15 jours où le village qui héberge le troc va inviter tous les membres à participer au troc, ils vont les inviter à déjeuner, et chaque personne qui vient amène sa propre production. Si on ne produit rien, on peut acheter des choses pour troquer. Et voilà, donc tout le monde va troquer pendant 1 heure et après, voilà, le marché est fini. On a invité beaucoup de ces artisans et de ces producteurs à l'ANS, justement. On les invite en général une fois par semestre. Et on organise aussi des trocs et des marchés alternatifs. Vous avez sûrement dû voir il y a pas longtemps des marchés de textiles, de coopératives de femmes euh, qui ont commercialisé des blouses, des vêtements, des robes et tout ça qui sont tissés à la main. Donc ça, c'est des initiatives qu'on a organisées à l'ANS justement pour commercialiser et faire connaître les principes d'économie sociale, d'économie solidaire, qui sont disons des projets qu'on aimerait développer de plus en plus voilà, dans le cadre de l'ANS pour lier justement les producteurs et les artisans aux consommateurs, donc étudiants, professeurs, chercheurs du campus. Donc là, les projets économie, moi je crois que c'est un thème très très important euh, parce que les projets, par exemple tous les projets agricoles en soi ne peuvent pas exister s'il n'y a pas d'espace de commercialisation. Et donc c'est vrai que souvent le problème vient beaucoup de la commercialisation en fait. La production existe, mais il n'y a pas de commercialisation, ou en tout cas, il n'y a pas de commercialisation suffisante qui permet de vivre dignement. C'est-à-dire que souvent, nous, ce qu'on voit, la problématique avec les artisanes de textile, par exemple,
un des problèmes, c'est que ce que les gens payent pour acheter une blouse ou pour acheter une robe ou pour acheter un rebozo ne couvre pas les frais pour vivre dignement de ce travail. Donc là, l'idée aussi de pouvoir monter des projets plutôt liés justement à la commercialisation, ça permet de pouvoir mieux rémunérer les producteurs et les artisans. Euh, alors le chapitre énergie, j'ai j'ai essayé de réfléchir un peu, mais j'ai pas beaucoup trouvé. Il y a un projet qui s'appelle euh, comment ça s'appelle euh, Red Girasol. C'est un projet qui permet c'est un projet de crowdfunding pour financer des entreprises qui veulent investir, qui veulent s'équiper en panneaux solaires. Donc en fait, on peut donner de l'argent à des entreprises pour pouvoir mettre des panneaux solaires et être autosuffisants, disons, dans leur production énergétique. Donc ça, c'est un des projets que je connais. Moi, je participe à ce réseau-là. Je finance enfin, je fais des dons, disons, pour que les entreprises s'équipent en panneaux solaires. Mais je connais pas beaucoup de projets, en tout cas à grande échelle. Pareil au niveau des tri des déchets, au niveau du compost. Alors bon, évidemment, je connais beaucoup d'initiatives au niveau familial, mais je connais pas d'initiative vraiment intéressante en termes, par exemple, de recyclage, en termes de génération d'énergie propre et tout ça, à une échelle, par exemple, comme une ville ou un village. Il y a eu, je ne sais pas si beaucoup connaissent le scandale des éoliennes dans l'isthme de Tehuantepec, où il y a eu beaucoup de problèmes d'expropriation de, des Indiens de Oaxaca. C'est des terres qui ont été expropriées à des paysans pour être après mises en concession à des grandes entreprises multinationales, notamment espagnoles, pour effectivement créer de l'énergie propre à base d'éoliennes, mais en même temps dessous avec des problèmes d'expropriation et de pression sur les paysans. Donc, à part dans l'isthme Tehuantepec, avec un peu ce problème-là, euh, je n'ai pas connaissance de projets de production d'énergie propre. Euh, Évidemment, le compost, bon, ça, c'est des choses qu'on peut faire tous à une échelle familiale, à une échelle individuelle. Mais effectivement, il y a un enjeu important en termes de, de gestion des déchets à plus grande échelle, notamment en ville. Voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Le truc des transports, je crois que c'est en train aussi de démarrer. Évidemment, c'est pas comme dans les pays du nord de l'Europe, en Finlande ou en Norvège, je crois qu'on voyait où tout le monde se déplace en vélo. Mais bon, de plus en plus à Morelia, voilà, maintenant on a au moins quelques pistes cyclables. Je sais qu'un temps ils fermaient le dimanche le centre-ville quelques heures pour pouvoir se promener en vélo. Ils l'ont fait aussi à Pátzcuaro un dimanche par mois. Ils fermaient le centre-ville pour pouvoir faire des promenades à vélo. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience petit à petit. Euh, L'enjeu, il est un peu finalement de passer d'une échelle très individuelle. Ça, c'est valable un peu pour tous les domaines, tant pour l'agriculture que pour l'économie, l'énergie et tout ça, de passer d'une échelle vraiment individuelle, familiale ou en petits groupes, entre copains, à une échelle, disons, plus grande, comme les projets qu'on peut voir. C'est ça qui est aussi intéressant dans le documentaire, c'est que tous les projets qui sont présentés sont des projets à une échelle assez grande. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de projets existants à des toutes petites échelles, mais on a du mal à essayer de grandir et de travailler à l'échelle, par exemple, d'une ville, d'un village et tout ça. Donc ça, je crois que c'est un peu l'enjeu qu'il y a, sur lequel il faut passer. En termes de démocratie, là, c'est pareil. J'ai essayé de réfléchir un peu des initiatives
les espaces de dialogue démocratique, ils sont assez limités. Hein. Je crois que c'est assez clair. Il y a une organisation démocratique qui est très verticale, au Mexique, avec très peu de pouvoir de la société civile. Alors, ça commence à s'organiser, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Les associations, par exemple, n'ont pas beaucoup de pouvoir, les collectivités non plus. Donc, là, je crois qu'il y a aussi vraiment beaucoup de travail à faire pour justement avoir des niveaux de prise de décision qui soient plus horizontales et moins verticales. Déjà, rien qu'à l'ANS, c'est compliqué. Donc, à l'échelle d'une ville, c'est d'autant plus difficile. En termes d'éducation, là, c'est pareil. Il y a beaucoup d'initiatives d'éducation alternative. Moi, j'en connais plusieurs à Elongaricuaro, à Pátzcuaro. J'imagine qu'il doit y avoir quelques écoles aussi à Morelia. Euh, Après, le problème un peu des écoles alternatives, déjà, c'est des écoles toutes qui sont privées. Et souvent, c'est des écoles privées qui s'adressent à des gens qui ont des ressources importantes parce que c'est des écoles très chères. Donc, disons que moi, j'avoue que les projets d'éducation alternative, je suis pour, mais je ne suis pas pour que ça soit élitiste et que ça soit réservé à une élite qu'une élite qui ait de l'argent, qui puisse en profiter. Là, par exemple, l'exemple qu'on voit en Finlande, il y a une vraie démocratisation et un vrai accès à tous à une éducation alternative. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Euh, alors évidemment, les projets d'éducation alternative, ils existent, mais pour l'instant, ils sont souvent réservés à une petite élite. Alors ça, c'est ce que je dis, c'est pas vrai dans tous les cas. La preuve, c'est qu'à Elongaricuaro, il y a un exemple d'école alternative qui est autogérée par les parents et qui coûte pas cher du tout, où justement tous les enfants sont invités, où il y a des systèmes de bourses qui sont mis en place pour les parents qui ont moins de revenus. Donc il y a évidemment des projets qui existent. C'est des projets à petite échelle. Là, par exemple, l'école d'Elongaricuaro dont je parle, euh, elle doit avoir, je ne sais pas, peut-être 15 élèves dans toute l'école. Donc il y a peut-être 2 ou 3 classes avec tous les niveaux ensemble. Il y a juste deux institutrices. Donc c'est vrai que c'est tout petit. L'école où va ma fille à Pátzcuaro, c'est une école plus grande. C'est une des premières écoles alternatives de Pátzcuaro, qui maintenant est moins alternative qu'avant, qui est déjà une école un peu plus grande, mais qui reste chère par rapport à d'autres écoles. Euh, donc voilà, je pense qu'aussi en termes d'éducation, il y a beaucoup de choses à faire pour créer des espaces éducatifs alternatifs. Et encore une fois, je pense que l'enjeu, il est surtout de passer de micro-projets à des projets qui soient plus structurés. Donc là, à mon avis, il y a un enjeu de réseau intéressant à faire entre les différentes initiatives qui existent, parce que honnêtement, il y a beaucoup d'initiatives. C'est difficile de parler juste d'une ou de l'autre. Mais c'est souvent des initiatives à des petites échelles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à toutes les questions. Oui, Si bien sûr. des Oui, oui, oui. questions. Bon, merci beaucoup parce que finalement, ça nous fait voir qu'il y a pas mal des initiatives, des projets, même s'il y a encore beaucoup de défis, d'enjeux à bien intégrer ou à faire grandir ce projet. Bah, les initiatives, ils sont là. Et moi, maintenant, j'aimerais justement passer à cette question de comment commencer à s'impliquer, comment y participer, parce que des fois, bon, les personnes qui sont dedans, bah, ils savent comment il faut faire ou ils ont déjà cette prise de conscience. Mais j'aimerais savoir bah, qu'est-ce que tu penses pour commencer à faire participer
au reste de la société? Alors ça, déjà, je pense qu'il faut commencer soi-même. Avant de commencer à vouloir faire participer les autres, je pense qu'il faut commencer soi-même. Il faut déjà être amené à une prise de conscience personnelle de la nécessité d'une transition écologique. Ça déjà, c'est un cheminement personnel que tout le monde doit faire. C'est un processus personnel qui peut prendre quelques mois, voire quelques années, ou même ne jamais arriver. Une fois qu'on a un peu, qu'on a réussi à prendre conscience de cette nécessité et de transition écologique, il faut arriver à s'organiser, à s'entourer de personnes qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes idées. Et là, je crois que ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est qu'il y a des domaines qui sont très précis, avec des exemples qui sont très précis. Et donc, du coup, on peut vite dire, ah, moi, j'aimerais bien justement monter un réseau, un marché alternatif, ou j'aimerais bien justement monter une entreprise pour promouvoir les énergies éoliennes. J'aimerais bien monter une entreprise pour traiter les déchets, récolter les déchets et les composter, les trier, etc. J'aimerais m'engager dans la municipalité pour développer les transports en commun et le vélo. J'aimerais monter une école alternative ou me former comme instituteur, institutrice alternative, etc. J'adore l'agriculture, j'aimerais monter ma ferme de permaculture. Moi, je crois que c'est vraiment d'abord une prise de conscience personnelle et après de trouver dans quoi on pourrait être utile, qu'est-ce qu'on sait faire. Je pense qu'il y a des étudiants dans tous les domaines et je pense que tous les domaines d'études sont concernés par la transition écologique. Je pense que autant les étudiants d'écologie comme les étudiants en littérature, comme les étudiants en, en je sais pas, en physique ou en matériales sont forcément concernés aussi par ces questions et peuvent trouver des initiatives intéressantes dans leur domaine. Donc moi, je pense que c'est vraiment prendre conscience d'abord de cette transition. Et à un moment donné, l'envie, elle vient en fait, elle vient d'elle-même parce que comme ils le disent souvent dans le documentaire, il y a un moment donné, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est difficile de rester sans rien faire. Donc finalement, c'est un peu un cheminement ou un processus normal qui après amène les gens qui ont cette prise de conscience à vouloir créer des choses dans ce domaine-là. Après, ça peut être par exemple comme simple consommateur. On peut simplement se dire, moi je suis un consommateur, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à ce que j'achète, où j'achète. Voilà, je suis conscient que quand j'achète des vêtements dans telle marque, telle enseigne de vêtements, je sais que la production, elle est faite dans des usines au Pakistan par des enfants, par exemple. Ça, on le sait, voilà, quand on achète un t-shirt chez Sarah, on sait que c'est fait dans des usines avec des enfants. Bon, enfin, ça l'est peut-être plus, mais bon, ça l'a été. Donc ça, une fois qu'on en a conscience, on dit bon ben, j'achèterai plus de vêtements chez Sarah. Et finalement, c'est ça aussi, je crois, simplement prendre des initiatives et commencer soi-même à participer à ces différentes actions. C'est voir où est-ce qu'on peut améliorer notre propre consommation. Donc, je pense déjà qu'en tant que consommateur, on a une grande réflexion à faire pour se dire comment je consomme, quels sont mes modes de consommation et qu'est-ce que je peux améliorer dans ma manière de consommer. Oui, tout à fait. Moi aussi, je considère que les expériences qu'on peut avoir à partir de quelques projets comme Goofing, Goofing, c'est un réseau de fermes qui permet d'accueillir une personne qui veut apprendre ou qui veut se connecter un peu avec la terre. Moi, je l'ai fait en France et ça a été une expérience qui m'a permis vraiment de valoriser l'agriculture bio, non, les maraîchages, tout ça.
Moi, je pense aussi bon, évidemment, tous les films, non, les livres, la formation dans l'école avec les stages, tout ça aide énormément. Mais j'aimerais aussi des fois nous intéresser à ce type de projet, et comme les goofing ou d'autres expériences qui te permettent de t'approcher parce que l'expérience, finalement, c'est un chemin de transformation. Une partie qui caractérise les documentaires, c'est aussi qu'on ne voit pas, on entend un récit, on voit les personnes raconter, mais c'est plutôt l'action. On voit les personnes en faisant ces activités, ces projets. Et ça, je trouve aussi que c'est très bien. Donc, de temps en temps, ça serait bien d'être curieux, de savoir comment on peut s'approcher, comment on peut dire, ah, est-ce que je pourrais aller te voir un week-end, non, dans ta ferme? Est-ce que je pourrais rester? Parce que finalement, je trouve que ce sont des personnes très ouvertes à partager et des expériences comme ça nous donnent l'envie, comme tu viens de dire. Et maintenant, Maxime, justement, après après vivre ce type d'expérience, j'aimerais aussi parler, ou que tu nous dises, quels sont les bénéfices au niveau social, non, au niveau personnel de ces pratiques. Et oui, quels sont les bénéfices qui en découlent de toutes ces pratiques? Oui, alors c'est vrai que le fait de connaître et de s'impliquer dans beaucoup d'expériences, déjà, effectivement, ça permet beaucoup de rencontres. Et c'est vrai que les rencontres, c'est aussi ça qui permet d'ouvrir l'esprit et de connaître différents modes de pensée, plus empathiques, c'est-à-dire d'arriver à dimensionner les problèmes d'autres personnes, de la société en général. Et donc, je pense que de s'impliquer dans ces initiatives, ça a vraiment un bénéfice en termes de développement personnel, d'ouverture d'esprit. Et ça permet finalement de créer aussi des hommes, des femmes qui sont disons, plus proches des problèmes et plus amenés après à s'engager sur des problématiques qui sont plus amenés à vouloir répondre aux enjeux de la société. Donc moi, je crois qu'en termes personnels, effectivement, toutes ces expériences et tous ces projets, c'est ça qui permet de former finalement des citoyens plus conscients, des citoyens plus éthiques, des citoyens qui ont, voilà, qui ont envie de proposer une autre alternative au système actuel. Donc ça, c'est en termes finalement d'expérience, je dirais presque personnelle, une fois qu'on commence à vouloir s'intégrer dans ces projets. Après, il y a des bénéfices qui sont, disons qu'au-delà des bénéfices personnels, d'ouverture d'esprit, il y a des réels bénéfices. On l'a vu beaucoup dans le projet, où on nous démontre aussi, même en termes, disons que rationnels, économiques, il y a des avantages et des bénéfices à certains, à certains projets de transition écologique. Par exemple, le projet des déchets. Les entreprises qui ont été interviewées qui disent que ça leur a permis d'économiser des milliers d'euros, d'avoir une économie circulaire, par exemple. Donc, il y a aussi des bénéfices économiques purs et durs, donc vraiment monétaires. Et au-delà de ça, voilà, il y a des bénéfices de solidarité, d'entraide, qui font qu'on crée aussi des communautés de personnes, des associations de personnes qui tissent des liens sociaux beaucoup plus forts que, par exemple, quand on va au supermarché, qu'on achète et qu'après on repart avec tout son supermarché, on n'a pas de lien social. C'est-à-dire que quand on commande Internet, quand on achète sur Amazon, on n'a plus de lien avec la production de ce qu'on achète. Ce type aussi d'expérience
permet d'entretenir le lien avec des artisans, avec des producteurs, avec des personnes réelles qui sont derrière tout ce processus de transformation dont souvent on a oublié comment se faisait. Hein. Moi, je suis sûr qu'en ville, il y a encore des gens peut-être même des enfants, des personnes qui savent comment on fait le beurre, d'où sort le lait, etc. Donc, il y a un bénéfice, disons, à différentes échelles. Un bénéfice d'enrichissement personnel, un bénéfice de société, à créer des sociétés qui sont plus conscientes, plus éthiques et forcément du coup qui vont avoir des consommations plus responsables et également des bénéfices vraiment en termes économiques, voilà, pur et dur finalement en termes de chiffres. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. On voit que le schéma, ça donne une transformation qui bénéficie au niveau personnel, au niveau collectif. Donc, vraiment, il n'y a pas pourquoi pas le faire, non? Il n'y a pas de raison pour ne pas le faire. Donc, il faut se convaincre petit à petit. Et oui, comme tu dis, c'est commencer avec des gestes quotidiens qui vont faire une différence. Des fois, on pense que ça ne va pas faire une grande différence, mais je pense que oui, que les documentaires et que finalement toutes ces pratiques ont commencé par des petits gestes. Et maintenant, j'aimerais, Lupita, est-ce que tu es là? Lupita Gabarre? Oui, je suis là. Alors, Lupita, j'aimerais écouter, entendre maintenant ton avis par rapport à ce niveau de caractère interculturel global qui a le film et qui est très lié aussi avec l'apprentissage des langues. Et oui, bah merci, merci de tous ces commentaires, merci Gisèle. Et bon, ce que je voudrais peut-être retenir du documentaire là, et c'est d'une part le caractère plutôt urgent pour toutes nos sociétés, plutôt urgent de faire quelque chose. Cette alerte tirait aussi ou jetait aussi sur l'état actuel des choses, l'état du monde. Alors, c'est vraiment un problème. Et quand tu parles, par exemple, des bénéfices qu'on peut tirer, je pense qu'on peut en tirer beaucoup. Et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est aussi c'est un peu se tourner vers l'autre parce qu'on parle aussi beaucoup dans s'étonnant des autres ou de l'autre. Mais en réalité, en regardant toujours nous-mêmes, en nous regardant toujours nous-mêmes en tant que société. Et je pense que ce qui est très important, très nécessaire de faire maintenant, c'est de se tourner vers l'autre qui est la nature et qui est même au-delà de la Terre, au-delà de la planète, l'univers même. Et oui, ça paraît être un peu peut-être exagéré, mais vous voyez qu'il y a des entreprises maintenant, des sociétés qui cherchent à faire des voyages intergalactiques, par exemple, où les gens qui ont beaucoup d'argent iraient faire un tour et jeter un coup d'œil dans une petite planète auquel peut-être ils ont beaucoup de moyens pour aller mettre ses pieds et commencer à nouveau. Alors, je pense qu'il est temps maintenant de penser un peu à l'autre, que nous ne sommes pas là. Quelqu'un s'est demandé, ou souvent on se demande, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Eh bien, comme je cite un astrophysicien français, activiste écologiste, qui s'appelle Aurélien Barraud, il dit, eh bien, non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés de la nature, des plantes, des arbres, des fleurs,
et de toutes les espèces animales et desquelles nous faisons partie. Et je pense que ce serait une bonne idée de commencer à penser en tant que membre ou qu'espèce membre de la nature. Et que, bon, tous nos efforts doivent répondre non seulement à nos intérêts, mais aux intérêts de la vie, de nous prendre. Je pense qu'en plus, en jetant un regard de tel type vers la nature, on nous aiderait beaucoup nous-mêmes en tant qu'espèce parce que ça nous situerait dans les lieux ou dans la place que nous avons vraiment dans l'univers, dans la planète. Et cette crise que nous traversons maintenant, par exemple, cette crise qui nous tient ici en réunion, qui nous donne d'autre part l'opportunité de nous joindre au-delà des frontières, au-delà de la mer. Maxime, par exemple, il y a des gens qui sont à Mexico aussi, il y a mon fils là qui est en Allemagne aussi. Et voilà, d'une part, les crises font que nous réunissions nos moyens et que nous essayons d'autres choses, d'autres solutions et que nous imaginions et d'autres possibilités. Mais aussi, il ne faut pas oublier que si nous sommes arrivés à cet état, c'est par nos habitudes, hein, nos habitudes de consommation, nos habitudes de production et notre oubli, notre indifférence, notre négligence du monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, encore une fois, c'est la nature et nous ne pouvons pas nous mettre à consommer des espèces que nous ne connaissons ou que nous connaissons à peine. Si tel est que l'origine de cette crise a eu lieu dans un marché en Chine parce qu'on a consommé des espèces que normalement on ne consomme pas, si tel est, voilà ce qui nous arrive, c'est parce que nous avons parfaitement négligé cette connaissance, ce respect même d'être à être, d'espèce à espèce que nous devons. Et voilà, nous dépassons des limites, nous sommes aveugles et on passe maintenant par quelque chose qui vraiment nous pose de problème pour savoir la dépasser. On va voir comment on s'en sort. Et ce serait ça. Et je voudrais jeter aussi un lien, faire un lien, pardon, avec les langues et reprendre aussi, retenir du film quelque chose qui me paraît très important, qui est le fait de penser que c'est possible, que nous avons vraiment la possibilité de changer, d'imaginer un autre mode de vie, d'imaginer un monde vraiment différent. Et par exemple, un monde vraiment, différent et que cela, que le langage et que les langues peuvent entrer. Parce que ça me paraît peut-être impossible d'imaginer un monde différent. Ça me paraît, et parce que nous avons une tendance à considérer ce que nous voyons, ce que nous construisons, la société ou le monde que nous avons créé comme la réalité même. Et nous oublions que cette réalité, c'est en fait une construction, une création des cultures. Et cette création des cultures, c'est réalisée à partir ou prenant comme base, comme une de ces bases les plus importantes, le langage. Et j'avais une citation de John Searle qui avait son ouvrage « La construction sociale de la réalité », où, c'est un philosophe donc du langage, et
Et bon, c'est le lien qui me paraît important de tendre entre vous, chers étudiants de l'ENS, des sciences, des arts, et chers étudiants des langues et des français maintenant, et la réalité que nous vivons et la possibilité de la changer à travers du changement de projets spécifiques que nous pouvons très bien développer et en changeant d'habitude et en pensant comment nous pouvons collaborer, créer des associations, des liens, des projets, des projets véritables à travers, par exemple, un projet de classe qui s'occuperait pas de prendre des photos de l'ENS, de la nature, de voir ce qui se passe autour, par exemple, de notre école, de nos maisons, et de l'entourer, de l'interpréter à travers, par exemple, une mission, une activité, un projet de français, un projet aussi que vous pouvez développer dans vos carrières. Et comme Maxime disait bon, dans nos quotidiens. Dans nos quotidiens, prenant conscience, on peut le faire, on peut changer, il est nécessaire. Ce sera tout. Parfait. Bon, merci Lupita. Et oui, il faut commencer, il faut le faire, il faut s'engager. Moi, j'aimerais aussi parler à propos de ces voyages ou de ces rencontres culturelles qu'on voit dans le film. Parce que personnellement, moi, je crois que quand on voyage, on a de manière naturelle une ouverture d'esprit et ça compte aussi. C'est pour ça que le fait d'apprendre une langue peut nous permettre de voyager, aller ailleurs, rencontrer d'autres cultures et voir finalement qu'ailleurs, ils font autrement. Et des fois, une fois qu'on sort, une fois qu'on se permet de voyager, de découvrir, de réfléchir autour de ce qu'on fait, et on peut commencer à transformer ou bien à questionner toutes nos habitudes. Et moi, je trouve que grâce au voyage, grâce à toutes ces rencontres interculturelles, j'ai changé beaucoup ma manière de penser. Je trouve que finalement, même si ce n'est pas très direct, cette voie, aussi les langues nous donnent une ouverture vers le monde et ça c'est une très, très bonne expérience. C'est pour ça qu'avant, je disais, bon, quels sont les chemins, quelles sont les voies pour commencer à se questionner, à essayer de faire participer. Donc, moi, je trouve que le projet 2 de Mélanie et Cyril, d'y aller ailleurs, ça aussi a donné l'envie de dire, pas seulement nous, on peut le faire aussi, il y a d'autres personnes qui le font, et savoir que partout, il y a cette envie de changer. Donc, s'inspirer à travers des autres, c'est déjà très bien. Alors, bon, je vous remercie énormément. J'aimerais savoir s'il y a des étudiants qui veulent participer, qui veulent parler des idées que vous connaissez ou bien poser une question. C'est à vous maintenant. Même en espagnol, vous pouvez le faire, ce n'est pas grave. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait Carlos qui m'avait envoyé un message. Bon, vas-y. Bonjour. Salut. Enchanté, Maxime. Bonjour. No hablo francés. Pero yo tengo unas observaciones. La economía mexicana de agricultura no está diseñada para una agricultura de comercialización, sino para una agricultura de autoconsumo. Entonces,
a mi gusto haría falta que el Estado, dentro de sus posibilidades, pudiera tener mejores planes, proyectos para que pudiera desarrollar la modernización y la diversificación de los cultivos en México. Por otro lado, habló de los parques eólicos para la generación de energía eléctrica. El problema de la expropiación, lo que yo he visto, es que la situación de los pagos es tardía, es poca, pero lo peor es que a la gente cuando se le paga no se le enseña a sustituir el ingreso que tenía de la agricultura. Entonces, igual el Estado debería, a mi gusto, tener un proyecto para todas esas personas que son los beneficiarios de las expropiaciones, de algún modo de decirlo, para que pudieran emplearse, fomentar algún tipo de actividad que sustituyera lo que ya no tienen, que es la agricultura. Inclusive los problemas de los parques eólicos es que la renta, cuando se pueda terminar ese periodo, dañan demasiado la tierra por los aceites que emanan los generadores eólicos. Y por último, a mí me tocó vivir en la meseta Tarasca, muy cerca de Uruapan. La situación de que el Estado no provea de una plataforma de desarrollo de la agricultura es un problema severo que ha causado mucho, que se vaya la gente de la, ¿cómo se llama? De los campos mexicanos, sí. Entonces, al no tener ese proyecto y tener un destino diferente de los recursos, ¿sí? El campo mexicano se ve muy, muy degradado. Entonces, con esto de que, otra, que no se me pase, el agua, pues probablemente no haya en algunos lugares, pero yo considero que los planes de las plantas desaladoras y su envío del agua a las poblaciones, pues tenemos mucho mar, y no nada más en México, sino en muchas partes del mundo, podría ser una forma de prevenir ese problema que se vislumbra con que no hay agua, ¿sí? En Uruapan hay unos letreros que decían, el agua es gratuita, más no el envío. Entonces, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que se pueden prevenir también, ¿sí? Como la teoría malthusiana de los alimentos y la población, que si no la conocen, se refiere a que la población crece geométricamente y los alimentos aritméticamente. Tarde que temprano no habrá suficiente para toda la población. Entonces, bueno, es lo que yo quería decir. Tengo mis felicitaciones para Maxine. Muchas gracias a Giselle por invitarnos y bueno, pues sigo aquí. Gracias. Merci, Carlos. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Maxime, à propos de ce que Carlos commente. Ouais, disons que c'est vrai que dans le documentaire, il faut quand même reconnaître que le documentaire, il est très orienté sur les pays du Nord, les pays développés, avec des conditions structurelles qui sont très différentes du Mexique et d'autres pays du Sud. Et c'est vrai que pratiquement dans tous les projets qu'on voit, il y a une part importante du gouvernement dans ces projets-là. Autant par exemple sur le projet de la monnaie, sur le projet agricole peut-être pas,
d'ailleurs, mais en tout cas sur les projets d'aménagement des villes, sur les projets de la monnaie, dans le projet de recyclage des déchets, dans les projets d'éducation, dans les projets de démocratie participative. Dans la plupart des projets, il y a un rôle évidemment très important de la société civile, donc des personnes, mais il y a aussi un rôle important des pouvoirs publics et des gouvernements. Alors, dans ce cas-là, c'est des gouvernements locaux, euh, en règle générale, qui sont présents et qui soutiennent ces initiatives. Et effectivement, un des paramètres ou une des particularités, en tout cas du Mexique, c'est que c'est vrai qu'il y a une dissociation assez forte entre la société civile et gouverner et le pouvoir public. Donc c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui est facile, disons, à mettre en œuvre parce que la collaboration gouvernement-société fonctionne pas effectivement de la même manière. Et après, bon, c'est valable pour tous les domaines, hein. C'est vrai que l'agriculture, qui est une agriculture d'autosuffisance, c'est pas seulement une histoire d'implication du gouvernement, c'est aussi une histoire de tradition dans la production traditionnelle, qui est une production à petite échelle, qui est faite pour l'autosuffisance ou en tout cas pour un marché vraiment très local. Donc effectivement, il y aurait des transitions à faire dans beaucoup de domaines qui nécessitent un accompagnement des gouvernements. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer ou dire quelque chose? Ça va alors? Ok, donc, moi j'ai alors Lisandra Rubio, allez-y. Tu peux activer ou Ton micro, ton micro? Lisandra. Ah, bonjour à tous et bonne nuit à Maxime. J'ai une question. Dans la réalisation de ce type de projets comme l'économie solidaire, les monnaies locales, la gestion intégrale des résidus, il y a toujours des difficultés. ¿Cómo podría comparar cuáles son las principales dificultades en México y en Francia para realizar este tipo de proyectos? ¿Cuál es la que pesa más en cada país? La burocracia, les lois, le rejet de las personas o la adhesión au système traditionnel? Je ne sais pas si est clair Alors, la question. Je sais pas si c'est assez difficile. Je sais pas s'il y a vraiment des difficultés qui sont propres à la France ou des difficultés qui seraient propres au Mexique. Il y a des réalités effectivement qui sont différentes. Là, ce qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est des expériences qui fonctionnent et qui ont marché. Ça ne veut pas dire que pour une initiative qui a marché, il n'y en a pas 25 qui ont pas marché. Donc ça, c'est vrai aussi. Là, ce qu'on a vu aussi, c'est beaucoup de projets qui ont démarré de manière très petite et qui ont eu la chance à un moment donné de grandir parce que, par exemple, il y a eu le maire d'une ville ou un gouverneur local qui a été intéressé, qui d'un coup a aidé et ils ont grandi et tout ça. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est en France, ou en tout cas en France, je ne sais même pas parce que j'ai l'impression là, c'est beaucoup en Europe du Nord, en Finlande, en Norvège et tout ça, où il y a effectivement une espèce de société qui est plus horizontale et où on sent que les projets sont peut-être plus faciles d'émerger, mais il faut faire aussi attention en disant des choses comme ça parce que ça ne veut pas non plus dire que les projets ne peuvent pas émerger dans d'autres endroits. Je crois qu'en règle générale, un des principaux problèmes pour monter des projets d'économie solidaire, alternatifs et tout ça, c'est d'abord le fait que c'est des projets collectifs. Et donc, c'est des projets qui sont basés sur les relations humaines et les relations sociales.
parce que tous ces projets sont des projets collectifs. Donc, des projets collectifs, ça veut dire s'entendre avec d'autres gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, pas forcément les mêmes manières de penser, pas forcément les mêmes idées pour répondre à un même problème. Donc ça, je crois que le fait de s'entendre, les relations, je crois que c'est un problème qui est pas seulement ni en France ni au Mexique, qui est un problème de ce genre de projet, qui est voilà il s'agit de projets collectifs et il faut trouver des mécanismes de prise de décision collective, de discussion qui permettent que tout le monde puisse s'impliquer et puisse trouver quelque chose qui les intéresse dans le projet. Donc je ne pense pas que ce soit des problèmes vraiment d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas, oui, il y a un problème social. Au Mexique aussi, il y a effectivement un problème, beaucoup disons, de sensibilisation de la population. Il y a des projets qui existent, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un travail d'éducation et de sensibilisation à faire pour aussi que les gens soient conscients qu'il faut consommer d'une autre façon. Et ça, bon, c'est aussi un processus historique. La France, c'est vrai que c'est un pays qui surconsomme et effectivement maintenant ils commencent aussi à se rendre compte qu'ils consomment trop. Et le Mexique, lui, est un pays aussi dont la société est en train de croître et qui a des aspirations à consommer comme un pays d'Europe. Donc c'est aussi difficile de dire à des gens il faut consommer moins quand on est un pays qui a envie de croître et d'avoir des conditions matérielles meilleures ou en tout cas similaires à celles des pays occidentaux. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important de voir, c'est que c'est facile pour des gens comme les réalisateurs, là, Mélanie, de faire des voyages et d'aller à l'autre bout du monde interviewer quelqu'un à San Francisco, après aller à l'université à Détroit, après aller en Europe du Nord, après aller en Asie, après aller en Afrique. Mais finalement, l'impact écologique d'un projet comme ça, il est important, moi je crois. Le documentaire, je dirais qu'il commence mal, où ils disent qu'est-ce qu'on peut faire, et donc ils ont dit on va voyager et on va prendre l'avion pendant un an. Bon, déjà ça c'est tout faux. Donc déjà là pour moi il y avait un problème tout de suite de me dire c'est complètement contradictoire comme manière de penser. Et bon, ça c'est des questions aussi qui reviennent beaucoup entre justement des projets dans des pays comme la France ou des projets comme le Mexique avec des conditions qui sont très différentes. Donc c'est difficile de comparer parce qu'il y a les manières dont ces projets vont se développer sont complètement différents à cause des conditions institutionnelles, structurelles, éducatives de chaque pays. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, d'autres questions? J'avais justement cette question, Maxime, aussi, de savoir quels étaient les défis. Et c'est vrai aussi que ces processus d'empathie, comme disait aussi Lupita, de changer, de créer les liens, c'est un grand défi, mais qui finalement, ça va ouvrir les possibilités, mais c'est vrai qu'il faut passer aussi pour ces processus et quitter cette idée de l'individualité et passer par le collectif. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou bien de commentaires. Bon, sinon, moi, j'aimerais finir avec une petite diapositive où j'ai mis des actions autour de nous
quand on disait, bon, comment on peut commencer à s'y mettre, et c'est en même temps un peu un résumé de tout ce qu'on a parlé. Et bon, dans les côtés de l'économie, ben, c'est bien possible, ça veut dire c'est à la portée de nous maintenant de trouver des producteurs locaux sur des marchés, dans des magasins bio ou indépendants et acheter dans des commerces locaux, comme on a déjà entendu. Ben, il y a ici à Morelia le marché Da Vinci qui est près du bosque, Cuauhtémoc. Et aussi, il y a d'autres foires, bah, il y a la Gotita, il y a à Santa Maria, bon, ici à Morelia, moi je parle de Morelia, et l'Arbol, non, Red City. Il y a des producteurs qui commencent à faire des réseaux et je ne sais pas si, bah, Red City, ça pourrait être un petit exemple d'AMAP, non, Maxime? Oui, j'y ai pensé. Enfin, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner et quand je le disais, je pensais à Red City. Alors, pas vraiment parce que le système des AMAP. Alors, après, il y a des AMAP qui fonctionnent de différentes manières. Il n'y a pas seulement une manière de fonctionner. Le principe quand même de l'AMAP, c'est qu'un consommateur paye à l'avance et s'engage chaque mois à payer une quantité, mais ne sait pas ce qu'il va avoir en retour. C'est-à-dire qu'on n'achète pas en fait à la MAP, c'est-à-dire qu'on paye un salaire au producteur. Donc chacun paye un salaire au producteur, c'est-à-dire que moi je vais payer 100 euros par mois, 50 euros par mois, 50 euros par mois on va dire au producteur. Comme moi, il y a peut-être 50 familles qui vont le faire. Et chaque semaine, on aura un panier qui correspond à peu près à, je ne sais pas, 10 euros par semaine ou 15 euros, quelque chose comme ça. Mais on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Donc on peut avoir une douzaine de tortillas, des œufs, du pinolet, des galletas, mais le système, c'est pas, il y a quelqu'un qui arrive et je t'achète ça, ah non, ça j'achète pas, et la semaine prochaine j'achète quelque chose de différent et tout ça, donc c'est un peu différent. Par contre, effectivement, ce qu'on pourrait penser comme Red City, d'abord, effectivement, alors c'est pas vraiment une coopérative, mais en tout cas c'est un groupement de femmes productrices. Donc ça, effectivement, c'est un projet d'économie solidaire, d'agriculture, donc évidemment bio. Et là où elles ont un petit peu, disons, commencé à grandir, c'est que maintenant, elles ont créé une espèce de petit marché. Et c'est ça que justement, j'aimerais bien, moi, on a monté en fait un réseau d'économie sociale et solidaire à l'ANS, comme un laboratoire en fait, où on accueille justement des étudiants qui veulent faire leur service social, qui veulent faire leur thèse de licence, pour justement essayer d'abord faire un inventaire de tous les projets qui existent à l'ANS, tous les projets alternatifs qui existent à l'ANS, donc FUMUS, le Huerto de Ciencias Ambientales qui est là en face des kiosques, un petit peu structurer toutes les initiatives qu'il y a et voir de quelle manière on peut avoir une espèce de tienda autogérée pour pouvoir justement faire une espèce de centre de commercialisation de différents produits, donc les produits de Red City, mais aussi les produits d'un étudiant qui veut vendre des galletas ou des tamales ou d'autres choses. Et donc essayer justement de créer un espace de commercialisation alternatif où il y aurait une sélection des produits et tout ça. Et donc ça permettrait vraiment de proposer une offre différente à l'ANS qui est basée sur des principes d'économie sociale et qui ressemblerait un peu à la MAP sans être exactement ce système-là. Voilà. Qui serait un peu adapté, disons, au contexte de l'ANS. Bah, c'est un très très bon projet. On espère que bientôt va s'installer. Tu vas rentrer bientôt ou pas? Pour les semestres prochains, tu seras déjà au Mexique? Non, pas encore. Là je suis en France, mais disons qu'on a déjà commencé un peu à
à voir quelles étaient les possibilités, parce que le problème, c'est la vente, en fait. On n'a pas le droit de... Enfin, on n'a pas le droit. C'est compliqué de vendre dans l'enceinte de la UNAM. Donc, il faut passer par... enfin, il faut, disons, se constituer légalement et que la UNAM donne une concession pour pouvoir vendre. Donc, il y a un peu des tramites à faire. Mais en fait, bon, l'idée, elle est là. On a aussi besoin d'étudiants qui lancent un peu le projet. Mais en tout cas, c'est ça qu'on veut essayer de développer sur le campus. Parfait. OK, bon, c'est très bien. Et bon, d'autres options que j'ai mis, c'est se former à la permaculture ou à l'agroécologie. Moi, je trouve que c'est bien possible pendant faire un séjour, un stage, et pendant l'été ou en vacances, comme un projet personnel. Et c'est une expérience, même si tu ne vas pas installer après un potager chez toi, et pour question d'espace ou je ne sais pas, mais le fait de t'approcher, je disais, les réseaux Woofing existent. Je ne sais pas si tu connais d'autres projets similaires pour avoir ce type d'expérience, Maxime. À part les projets que j'ai mentionnés, par exemple Tierra Amor et 2-3 autres projets qui existent à Elongaricuaro, s'il y a un projet à Veracruz, Las Cañadas, qui est aussi un projet de permaculture et d'agroécologie qui présente qui permet à des étudiants justement de venir faire des stages et passer des séjours là-bas. Après, il y a beaucoup de petites initiatives, mais par exemple des gros réseaux comme Woofing, moi j'en connais pas, à part Woofing évidemment. Le truc du Woofing, c'est que c'est déjà des voyages plutôt à l'étranger. Alors il y en a peut-être quelques structures au Mexique, mais déjà c'est des voyages voilà, plus compliqués, de plusieurs mois sûrement. Pour partir à l'étranger. Mais en tout cas, je pense que c'est possible de contacter effectivement des petites fermes de permaculture, au moins pour voir comment ça fonctionne. Par exemple, je sais qu'à Tierra Amor, ils prennent souvent des volontaires pendant 1 mois, 2 mois, pour venir s'impliquer dans la ferme, connaître le système de production et les aider. Ça, c'est vrai que c'est des expériences très intéressantes pour se former et éventuellement après passer à une autre étape. Super. Bon, je vous conseille de visiter les sites parce que c'est facile à trouver sur Internet. C'est Tierra Amor et vous allez voir, Tierra Amor se trouve à Elongaricuaro, ici et près de Pátzcuaro. Et bon, là-bas, vous pouvez vous renseigner. Alors, d'autres actions, moi j'ai mis réduire, réutiliser, recycler, réparer, partager surtout, et apprendre à bien trier. Ce sont des actions qu'on peut commencer à faire dès demain. Et trier, c'est séparer, non? Les déchets, bon, on met, non, et bien évidemment, éviter aussi les emballages en polystyrène ou les sacs plastiques, non, les bouteilles en plastique avec des politiques qu'on ne se fait pas au Mexique, mais nous, on peut les éviter. On peut éviter d'acheter des produits en plastique, par exemple, qu'on va utiliser une fois et on va jeter. Donc, ces actions, moi, je pense que ça compte aussi, vont compter aussi, et composter si c'est possible. Et bon, pour finir, d'autres moyens liés aux moyens de transport, bon, les modes de transport doux ou bien comme les vélos, non? Ou bien bon, les transports en commun, même si des fois c'est un peu compliqué ici avec la combi et tout. Mais sinon, certains projets, des fois comme les covoiturages, que c'est ici le Blablacar, de penser, bon, ça vaut la peine vraiment de faire ce voyage si je vais aller tout seul. Et l'idée d'économiser en termes d'énergie, moi, je trouve que ça, c'est bien. C'est bien d'y penser, de réfléchir si ça vaut la peine de faire certaines actions. Et voilà. Bon, de ma part, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut dire d'autres choses. Sinon, je vous remercie beaucoup. Maxime, merci beaucoup pour
Merci à toi. toute cette explication, toute cette ouverture et approche surtout à des projets et des solutions qui existent au Mexique. Et voilà, c'est tout de ma part. Merci beaucoup. Et bon, on va dire à la prochaine. On espère qu'à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.